tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Réforme du système partisan appelée de tous voeux, elle aura été sans conteste l'un des chantiers de rêve du chantre du Bénin révélé, conduit effectivement à terme. À la clé, une série de dispositions avec pour finalité la clarification du paysage politique béninois, des partis politiques forts et non des hommes forts attendus pour être au premier plan dans l'animation de la vie publique, politique et dans l'exercice de la gouvernance démocratique. Après pratiquement 2 ans d'opérationnalisation de la dite réforme, mesdames, messieurs, nécessité de maintenir ou non le cap. Le débat, c'est tout de suite et maintenant avec 2 contributeurs au débat public et tous des professionnels de médias. Ce sera autour du thème réforme du système partisan au Bénin, quelle avancée au débat politique. Tout de suite et maintenant, déjà notre compagnie, sur ce plateau, Olivier Assinou, journaliste citoyen, il est chroniqueur. Olivier Assinou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etonji. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, un autre professionnel des médias qui n'est vraiment plus à présenter. Gilles Christudi, c'est son nom. Journaliste, il est analyste. Gilles Christudi, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour Merci. à tous nos téléspectateurs. Et ils vous répondent à leur façon. Ah oui, un premier exercice délicat avec la réforme du système partisan, c'était en 2019, avec les législatives. Et ce que ceci a comporté de couac. Ensuite, un dialogue politique et 2020, les communales. Encore une autre joute électorale, la présidentielle. Et ses exigences. Les Béninois devront donc très prochainement opérer le choix de qui devra occuper le fauteuil présidentiel. Olivier Assinou, une marche qui, paraît-il, n'aura pas été si facile, mais exaltante tout de même. Le professionnel des médias, surtout journaliste citoyen, avec un peu de recul, peut-il dire qu'on a pu franchir le cap qu'il fallait? Je ne pense pas que le cap a été vraiment franchi. Nous sommes en plein essai de réformes qui sont censées moderniser la démocratie, qui sont censées moderniser le système partisan, la vie partisane dans le pays. Mais pour moi, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Montagne qui a accouché d'une souris, ah oui. Aujourd'hui, c'est important, d'aucuns disent impérieux, de pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. On y est. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Montagne a accouché d'une souris? Joël, vous savez, l'objectif qui sous-tendait la réforme politique, et le chef de l'État, déjà candidat à l'époque, il avait été très clair là-dessus, avec même aussi plusieurs acteurs, ou presque toute la classe politique béninoise. C'était de pouvoir constituer, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, des partis politiques forts. Des partis qui délaissent leur, on va dire, personnalisation au détriment donc de la force du groupe. C'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez, selon les chiffres officiels qui avaient été avancés, c'est que le Bénin comptait près de 300 partis politiques au ministère de l'Intérieur, selon les chiffres qui ont été avancés. Et actuellement, vous voyez, nous avons environ une quinzaine de partis politiques qui, dit-on, sont des partis politiques forts d'envergure nationale. Seulement, on n'avait pas pu clarifier très concrètement ce qu'on appelle parti politique fort. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est lorsqu'un parti politique réussit à avoir 10 députés à l'Assemblée, par exemple, 20 députés, 30, 40 ? Est-ce que c'est ça qui fait d'un parti politique un parti politique fort? On ne l'a pas dit. Seulement ce qu'on a pu dire. Parce que c'est important, c'est un thème pratiquement consacré. C'est comme on parle d'institutions fortes. Donc quand on parle de parti politique fort, puisqu'on a promis c'est 100 langues de bois, l'expression elle est classique. S'il ne doit pas y avoir... Non, telle que l'explication avait été faite. C'était des partis qui sont suffisamment représentatifs au plan national. Et aujourd'hui, au vu de la nouvelle charte des partis politiques adoptée en septembre 2018, vous voyez effectivement, en tout cas sur papier, des partis politiques qui ont au moins 15 membres fondateurs par commune, des bureaux dans chaque département, etc., etc., etc. Donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons environ une quinzaine de partis politiques qui remplissent ce critère-là, c'est-à-dire de la représentativité
d'efficacité au plan national. Mais vous savez, l'objectif qui sous-tend la création d'un parti politique, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Oui. Or, les 2 rendez-vous électoraux qui ont déjà succédé à l'adoption de cette réforme ont prouvé qu'il y a encore beaucoup de couacs, beaucoup de biais. Par exemple, on a fini de faire une réforme où on va aux élections législatives et on constate que sur, on va dire, l'ensemble des partis politiques, au moment où on allait aux législatives, on avait environ 8 partis politiques. 8 environ. Et à l'arrivée, on a pu avoir que 2 partis politiques en compétition. Ces 2 partis politiques, d'ailleurs, qui appartenaient au même camp, c'est-à-dire le soutien de l'action du président de la République. Résultat, on a une Assemblée nationale composée à 100% de députés qui sont du même bord. On aurait pu avoir des députés 100% à opposition, par exemple, que ça aurait été tout un scandale. Mais on a une Assemblée nationale composée de 100% de députés de la mouvance et ça ne semble pas choquer les gens. Après, on a eu les élections communales où, finalement, dans plus d'une dizaine de partis politiques, on a eu 5 qui ont pu aller aux élections. Et sur les 5, 3 ont pu au moins avoir des conseillers. 2 se sont fait bloquer par la disposition des 10%. Donc, pour résumer, d'abord, retenons que sur le principe de la réforme du système partisan, le problème ne se posait pas. Tous les acteurs politiques étaient d'accord. Tout le monde disait il faut qu'on aille faire des réformes. Parce que le milieu politique était devenu un milieu de marchandage, de commerce politique. Un milieu qui était considéré comme un panier à crabes. Donc il fallait réformer, il fallait faire de grands ensembles. D'accord, on a fait de grands ensembles. Très bien, des grands ensembles qui sont visibles d'ailleurs. Mais lorsqu'on voit déjà les 2 élections qui se sont déroulées, et peut-être la 3e qui arrive, on se dit, oui, on a fait une réforme. Mais sur le plan de l'expression populaire, sur le plan de la vitalité de la démocratie, il y a vraiment des choses à régler. Sur le plan de la vitalité démocratique, il y a des choses à régler. Que faudra-t-il régler? On va apprécier, mais sans pour autant vouloir revenir en arrière. Il faut rappeler que ce qui a été observé en 2019, ils étaient nombreux à estimer que c'est inhérent à toute entreprise qui n'est qu'à son début. Ensuite, il y a eu des ententes, ce qui officiellement a été qualifié de dialogue, qui a amené à quelques ajustements à l'interne. Après ces ajustements, nous voilà, le Bénin, pour une nouvelle marche, un autre exercice. Alors, par rapport à cet exercice, en prenant en compte les ajustements qui ont été faits, M. Olivier, est-ce qu'on peut objectivement parler d'une montagne qui a accouché d'une souris? Ah oui, ici je veux étayer bien mon propos tantôt. Voyez-vous, au départ, on se plaignait de ne pas avoir d'hommes politiques qui accèdent à la présidence de la République. Nous sommes une démocratie partisane, mais jamais on n'a pu élire un politique pur à la tête de l'État. Premier problème. L'autre problème, c'est par exemple la gouvernance même des partis politiques. À la limite, c'est du népotisme. C'est le chef propriétaire de son parti qui décide de tout et qui oriente le parti selon éventuellement ses propres intérêts. L'autre problème, c'est le financement des partis politiques. Quelle est la source du financement des partis politiques? On peut soupçonner des financements occultes, on peut légitimement soupçonner de la corruption. C'est tout cela qu'il fallait assainir. Alors, on s'engage alors dans une réforme qui, il faut dire, il faut le rappeler quand même le contenu. La réforme du système partisan a consisté à prendre un certain nombre de mesures législatives. Déjà, réviser la charte des partis politiques, ensuite réviser le code électoral, prendre une loi sur le statut de l'opposition, prendre une loi relative au financement des partis et réviser des dispositions de la Constitution. Voilà, toute une batterie de mesures législatives qui devaient permettre de réaliser la réforme. Et quelles sont les avancées projetées? Les partis politiques, comme le disait tantôt mon vis-à-vis, devraient avoir une meilleure assise au plan national. Sur papier, oui, c'est fait, c'est réalisé, 15 membres par commune sur l'ensemble du territoire national. Encore que, on peut considérer que c'est dérisoire quand
On imagine la population que nous sommes, l'effectif du corps électoral, le minimum de sièges auxquels il faut pourvoir, par exemple, à des élections communales, par exemple, voire des élections locales. Quand on regarde tout ça, d'accord, on passe. Toutes les communes sont représentées. Et le parti est assis sur l'ensemble du territoire national. On prévoit ensuite au code électoral que le parti doit avoir 10% des voix au plan national pour prétendre à des sièges. On prévoit ensuite que ceux qui vont avoir droit au financement, c'est ceux qui ont des élus, qui ont un siège, qui ont déposé des états financiers. Je crois qu'on ne va pas apprécier la réforme sans aller dans tous ces détails-là. Ensuite, au niveau de la Constitution, au niveau du statut de l'opposition, il est prévu par la suite, il est prévu désormais, la seule innovation que je vois, c'est quoi? C'est le chef de file de l'opposition. Dans l'ancien statut, il y avait bien un statut de l'opposition qui date de 2001. Il est prévu des chefs de l'opposition et cette loi portant statut de l'opposition prenait sa source d'un certain nombre de dispositions de la Constitution. Donc, par exemple, le paragraphe 6 du préambule de la Constitution. Mais dans la nouvelle loi portant statut de l'opposition, ce rappel du fondement constitutionnel du statut de l'opposition a été effacé. Et ensuite, on prévoit au-dessus des chefs de l'opposition, comme prévu par l'ancienne charte, un chef de file qui, lui, est nommé par décret présidentiel. Donc, c'est à la diligence du chef de l'État. Voilà en fait ce qui est prévu. On passe en revue tout simplement évoqué. Voilà. Aujourd'hui, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on peut se satisfaire de la marche ou les ajustements s'imposent encore? À l'arrivée, on peut être tenté de dire que la réforme du système partisan a été un bon prétexte pour opérer une forme d'effacement de l'échiquier politique. C'est-à-dire que... Vous n'exagérez pas? Un prétexte. Oui, ça finalement a été un prétexte pour effacer l'échiquier politique. Expliquez-vous. Oui, voyez-vous, on voulait que des partis politiques se regroupent, qu'on ait de grands ensembles, et on y est allé à la limite au forceps. Souvenez-vous que pour arriver à cette réforme du système partisan, un parti comme l'Est Renaissance du Bénin a connu une crise et qui a dû les amener au tribunal. Pareil pour un parti comme le Parti social-démocrate de Golou, que le président Amoussou ne dirigerait plus depuis longtemps et il redirigerait de nouveau quand il a été question de faire des fusions et tout. Voyez-vous déjà ces indices-là. Et puis quand nous arrivons à la veille des législatives, de 2019, il fallait, suite à une décision de la Cour constitutionnelle, par exemple, que les partis politiques aient un certificat de conformité. Ceux qui existaient aient un certificat de conformité. Nous avons vu, si nous respectons les faits, nous avons vu, on peut le dire sans paraître partisan, on a vu qu'il y a une entrave à l'existence des partis qu'on peut étiqueter de l'opposition. Ouais, donc la réforme du système partisan a donc été un prétexte d'effacement. Un prétexte d'effacement de l'échiquier politique pour repartir sur de nouvelles bases supposées, mais à la fin, c'est pour laisser place à certains et empêcher d'autres. Résultat, comme le disait mon confrère, c'est qu'on est allé à des élections législatives étiquetées non inclusives. Alors, l'objectif... Donc, c'était déjà un fiasco. Et résultat, c'est qu'on a un Parlement monocolore. C'est-à-dire qu'une seule obédience politique. Tout le monde s'en désole. Et à la suite, je disais tout à l'heure, qu'il y a eu cette rencontre qui a permis d'essayer d'aplanir les divergences. Si vous permettez, il est important d'insister que cet événement peut être assimilé à deux choses. Premièrement, à une confiscation de pouvoir qui est proscrite dans le préambule de la Constitution. Deuxièmement, comment on va dire, à un coup de force qui est également proscrit par la Constitution. Voyez-vous. Donc, on a fait une réforme qui nous a amené à piétiner même des principes de la Constitution, disons, consensuels que nous nous sommes donnés en 1990. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on s'en est suffisamment inspiré au regard
des ajustements, comme je le dis, qui sont intervenus. Vous avez évoqué tout à l'heure, M. Olivier Assillon, le vœu de législateur et de tout le corps constitué de voir désormais diriger le Bénin des gens qui sortent des entrailles des formations politiques. Un défi en passe d'être relevé. Je ne saurais le dire, c'est compliqué de pouvoir tout de suite donner caution à ce vœu-là sur le terrain. Là, maintenant, tout de suite, nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 15 partis politiques qui sont autorisés à animer la vie politique désormais. Et nous avons une kyrielle de partis politiques qui disent soutenir les actions du président de la République béninoise. Seulement, à l'approche de la présidentielle, on constate curieusement que sans même que le chef de l'État, lui, qui est au pouvoir au moment où la réforme a été faite à l'Assemblée nationale, sans même qu'il ne dise mot, on a vu par exemple qu'un premier parti politique le désigne comme son candidat, alors même que l'objectif de la réforme politique, c'était de pouvoir promouvoir, comme vous l'avez dit, des acteurs politiques au sommet de l'État. Or, est-ce que le chef de l'État béninois appartient à un parti politique? Grosse question. Après lui, il y a un autre parti politique d'envergure nationale aussi, dit-on, en tout cas représenté à l'Assemblée nationale, qui a aussi des maires, Bloc républicain par exemple, qui dit « Nous désignons le chef de l'État comme notre candidat ». Ça ne suffisait pas. Lorsque le chef de l'État lui-même s'est prononcé pour dire « Je voudrais bien continuer la dynamique », on a vu un troisième parti politique, l'Union progressiste, dire ça. Après le PRD, etc., etc. Et même il y a l'UDBN dont la présidente a dit « Bon, je soutiens aussi l'initiative du chef de l'État de revenir ». Ça veut dire que pas moins de 5 partis politiques disent actuellement soutenir le même homme. Alors, quelle est cette force-là que les partis ont aujourd'hui au point d'être incapables d'identifier parmi la kyrielle de membres? Si vous faites 15 membres fondateurs fois 77 communes, ça fait 1000 et quelques personnes qui animent. Et ça, c'est le minimum. Est-ce qu'au sein de ces partis politiques qui sont si forts aujourd'hui, on n'a aucun cadre capable de porter une vision, capable de diriger cette nation, alors même que l'objectif c'était que les partis soient aux commandes et de façon très forte aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à identifier les partis politiques à partir d'une idéologie donnée? Par exemple, lorsqu'un parti dit « nous appelons parti Y », est-ce que vous avez noté jusque-là une conviction chère à ce parti politique? Nous défendons la préservation de l'environnement. Et c'est notre cause. Nous nous y investissons, corps et âme. Vous avez vu ça? Ou alors, est-ce que vous voyez des partis politiques qui disent, à l'heure actuelle, notre idéologie, c'est le social, les conditions de vie des populations à la base? On ne voit pas ça. Tous les partis politiques, actuellement, se réclament fort, mais dans le même temps, ne peuvent pas vivre à l'heure actuelle sans exécuter la volonté du chef de l'État. Et on a beau clamer le contraire, mais la réalité, elle est là, elle est tangible. Et j'ai dit sur ce même plateau il y a quelques mois que la présidentielle de 2021 est un carrefour décisif de la suivi de cette réforme-là. Et nous y sommes justement. Parce qu'il aurait fallu peut-être que Patrice Talon dise « Je ne suis plus candidat », que vous verrez automatiquement un déchirement au sein des partis politiques. Chacun va vouloir maintenant se montrer ses ambitions, parce que ça ne vous a pas échappé qu'au sein des grands ensembles que nous avons là, il y a des présidentiables, il y a des gens qui voudraient bien diriger le Bénin. Des gens ont tenté d'aller aux élections, ou des gens ont été aux élections et ont tenté d'avoir le fauteuil présidentiel sans y parvenir. Ces gens-là aujourd'hui sont contraints, je dis contraints, de renoncer à leurs ambitions, ou du moins de ravaler cette vomissure-là, quitte à assumer le choix public ou le choix commun du parti politique. Donc ça pose un réel problème aujourd'hui de l'autonomisation de ces partis politiques-là, compte tenu de ce que nous avons sur le terrain. On n'invente rien. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce que les partis sont aujourd'hui en ce qui concerne l'expression plurielle, la démocratie interne des partis politiques. Comment vous l'observez? Vous avez vu, lorsque on a fait les élections communales, où les partis politiques, selon le code électoral en vigueur, ont eu des conseils, naturellement. Vous avez au sein d'un conseil communal parti A qui a 2 conseils, parti B qui a 1, parti C qui a 3 conseils. La loi dit le maire de la commune est issu du parti ayant la majorité. C'est ce qu'on a dit. Or, le parti Z qui a 3 conseillers et face aux autres qui ont 2 et 1, par exemple, devrait proposer le maire. Et le maire devrait passer par ce qu'on appelle la démocratie communale, c'est-à-dire que les conseils communaux doivent le légitimer en votant pour lui. On a constaté que pour cette élection communale, par exemple, lorsqu'on voulait passer
à l'élection des maires, au moment où le parti choisit une personne X, c'est-à-dire l'instance dirigeante du parti dit « Nous avons proposé telle personne ». Il se fait qu'au sein de ce même parti politique, des gens qui étaient supposés au moins donner la majorité, ne serait-ce qu'à eux seuls, à ce conseiller, votent contre. Ça, c'est l'expression de la démocratie. C'est ce qu'on appelle la gestion des contradictions internes. Mais les partis politiques se sont trouvés incapables de gérer ça. Où l'Assemblée nationale est retournée en procédure d'urgence, en l'hémicycle, en procédure d'urgence en quelques minutes ou en l'espace de quelques heures, on a voté ce qu'on appelait la loi interprétative et modificative. Mais ce n'était pas une loi interprétative. Une loi interprétative, à la rigueur, interprète une disposition. Or, il s'est agi d'un complément de disposition du code électoral, où désormais on dit exit ou out cette question de vote au conseil communaux, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui désignent le maire. Vous voyez, c'est suffisamment grave et c'est contre le principe même de la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation dit? C'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. On n'a pas dit le pouvoir au peuple par les partis politiques. Ça veut dire que une seule personne qui est responsable d'un parti, ayant à sa disposition, je suppose, la majorité dans 20 communes, par exemple, lui seul désigne 20 maires au plan national. Or, nous avons plus tard d'autres dispositions qu'on appelle le parrainage, où des élus, dit-on, doivent librement parrainer qui ils veulent. Comment moi, président, je vous désigne, vous, Joël, pour diriger telle commune, et vous allez parrainer un candidat contre ma volonté, je vous saute de là, parce que la loi interprétative va loin, pour dire... Jusqu'au moment où le parti vous retire sa confiance, on vous limoge. Il suffit juste que le parti fasse un communiqué au préfet. Nous voulons juste remplacer Joël par telle personne pour maire. C'est fini. Le préfet vient dire, désormais voici votre maire. Et donc, quelle est cette réforme-là qui, au plan local, va contre les principes de la décentralisation à ce point? Et l'autre paramètre, toujours au plan local, c'est les 10%. Je suppose, à Sika TV, c'est un arrondissement, Sika TV par exemple, où nous choisissons à Sika TV, Joël, pour nous diriger. Or, la loi dit que si le parti de Joël n'a pas 10% au plan national, c'est-à-dire il y a Sika, il y a d'autres qui forment le plan national, vous ne pouvez pas. Conséquence, moi qui vous choisis, parce que je vous connais, je sais que pour ma localité, vous avez des ambitions nobles. Pour ma localité, je vous choisis. Et au nom de ce principe de 10%, quelqu'un d'autre vient nous diriger. Pourquoi un parti politique devrait s'illustrer au plan local, pas la marge des 10%? On aurait pu faire la réforme pour la présidentielle. Mais vous avez vu que les partis sont piégés aujourd'hui. Comment? On ne sait pas si, à l'issue de cette élection-là, il y aura un acteur politique au sommet de l'État. C'est très peu probable. 2, la question de la représentativité, on n'a pas imposé ça au plan national. On en arrive aujourd'hui à avoir peut-être une élection avec un taux de participation, quel que soit ce taux de participation, aussi faible qu'il soit, l'élection est légitime, le candidat, il passe. Donc, on aurait pu imprimer cette notion de représentativité au plan national pour l'élection présidentielle. Et si on ne va pas dire pour les partis, on aurait pu dire par candidat. C'est-à-dire, vous ne pouvez avoir votre légitimité que si vous avez 15%, je suppose, ou 20%, ou 40%. Ça dépend du législateur au plan national. Mais pour les élections législatives communales, c'était vraiment mal pensé, cette question de 10%. Oui, quelques éléments en apport pour justifier de ce qu'il y a encore du travail à faire, signé Gilles Christ. Dit, mais est-ce qu'on peut effectivement, à cette heure-ci, dire que les formations politiques, telles on l'a désormais envisagé, ne sont pas à même de sortir en leur sein des hommes pour occuper le fauteuil présidentiel? Oui. Pour commencer, déjà, je fais mienne la position de Gilles Christ il a fait une très belle lecture de la situation et je vais réitérer sa position pour dire que les partis, les faits sont là. Vous prenez le parti qui est supposé première force politique aujourd'hui sur le plan national, l'Union progressiste, avec plus de la moitié des élus ayant prérogative à parrainer, n'a pas son propre candidat à l'élection présidentielle. Vous ne considérez pas... Il est issu, si vous permettez, oui. Il est même issu de ce parti, la personne qui sera colistière du candidat choisi, mais ça n'a pas été le choix du parti. C'est le candidat indépendant, Patrice Talon, de l'Union progressiste, qui a choisi sa colistière, même si c'est au sein du parti, c'est-à-dire s'il devrait appartenir au parti de proposer. D'ailleurs, le parti a proposé, le parti n'a pas proposé cette personne-là. Donc, finalement, ces partis sont supposés être forts
mais au moment où on doit passer à l'acte décisif, c'est-à-dire au moment de concourir pour arracher le pouvoir d'État, ces partis sont réduits à de simples prestataires, à de simples, comment on dit, de simples négociants, on va dire, d'électorat. Voyez-vous. J'irai plus loin. Vous n'avez pas utilisé une expression qui nous ramènera à quelques années bien sûr, nous sommes en plein en arrière parce qu'il y a, par exemple, il y a 5 ans, je produisais une analyse sur la classe politique que j'ai titrée « Classe politique bas de gamme », où j'ai déploré le fait que les plus grands partis de ce pays n'aient pas pu sortir de leur sein des candidats. En son temps, on avait l'Union fait la nation, qui n'avait pas eu de candidat. Le parti du renouveau démocratique, qui n'avait pas de candidat. Le parti FCBE, qui n'a trouvé finalement comme candidat que quelqu'un qu'on ne connaissait pas comme militant du parti, ainsi de suite. Et nous en sommes encore là, aujourd'hui, où les 2 seuls partis représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas de candidat à l'élection présidentielle, en fait, n'ont pas de candidat interne à l'élection présidentielle. Les 3 partis représentés au niveau communal, donc les 2 premiers plus le parti FCBE qui a quelques centaines d'élus communaux, annonce un duo, mais qui de l'intérieur est contesté. Donc, il faut dire que la réforme du système partisan n'a pas réussi effectivement à donner aux partis politiques le pouvoir qui est celui de la gestion. Cette conclusion, est-ce qu'elle n'est pas active? On le dit, il n'a pas, est-ce que ce n'est pas, n'a pas encore, et qu'on peut aspirer? Je vais apporter tout de même un bémol. Okay. Au plan local, effectivement, on peut considérer que les partis ont la situation en main. Mais à quel prix? Au prix de l'exclusion avec la clause des 10%. Vous savez bien qu'il y a des villes de ce pays qui auraient pu être dirigées par d'autres partis, administrées par d'autres partis aujourd'hui qui ne le sont pas. Vous prenez la ville de Porto-Novo, c'est le PRD qui a eu la majorité absolue même des sièges. Vous prenez la ville de Parakou, c'est FCBE qui a eu la majorité absolue. Voyez-vous, si il n'y avait pas cette clause, peut-être que la ville d'Abomey-Calavi serait aujourd'hui dirigée par l'UDVN de Claudine Prudencio. Voyez-vous, donc les partis tout de même ont réussi à faire main basse sur les communes, mais à quel prix? Au prix, premièrement, de l'exclusion, mais après, au prix de mesures que je vais considérer, de mesures bizarres. Je vais vous dire quelles mesures bizarres, par exemple. Oui. Le nouveau code électoral refuse toute alliance de partis pour aller aux élections, aussi bien législatives que communales. Donc, les partis, on veut des partis forts, il ne faut pas que de petits partis se mettent ensemble pour être forts, il faut que chacun puisse être individuellement fort. C'est ce qu'on veut, d'accord. Mais à l'arrivée, au thème des élections communales, par exemple, on se voit coincé et on dit, bon, maintenant, on va faire accord de gouvernance locale. C'est-à-dire les partis qui étaient interdits de s'associer pour aller aux élections, après élection maintenant, peuvent s'associer pour désigner l'exécutif communal. Voyez-vous, ça c'est une aberration, par exemple, voyez-vous, de la réforme du système partisan. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à un collège des parrains tronqué. Je vais vous expliquer. Les maires, les députés, selon le code électoral, doivent parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Au moment où on prend cette décision dans le code électoral, le maire est un élu, un double élu. Il est élu communal, ensuite élu du conseil communal. Mais après, au lendemain des élections communales, on prend une loi supposée interprétative, mais en réalité une loi complétive, qui désormais consacre la désignation du maire comme la première option. L'élection du maire ne se fait qu'a posteriori, quand il n'y a pas de parti majoritaire, quand il n'y a pas eu d'accord de gouvernance locale, et donc le maire n'est plus élu. Mais on a maintenu le maire comme pouvant être parrain. Voyez-vous? Et donc, ça vient tronquer, en fait, le système même du parrainage. Donc, vous voyez, en gros,
une réforme du système partisan avec tellement d'incohérences, avec tellement de biais. Et d'ailleurs, quand vous voyez la marche qui nous a amenés là, il y a eu beaucoup d'improvisation. Est-ce qu'il faut encore regarder dans le rétroviseur à ce niveau? Non, mais il faut comprendre le résultat à l'arrivée par la marche par laquelle on y est arrivé. Beaucoup d'improvisation. On est allé aux élections législatives de 2019 avec des lois révisées en 2018. Après, on est allé aux élections communales de 2020 avec des lois révisées en 2019. Et au lendemain des élections communales, on vient retoucher, voyez-vous, à la loi, au code électoral pour aménager la désignation des maires. Alors, toilettage, c'était important. En tout cas, unanimement, les politiques avaient accordé leur violon. Parce qu'il y a eu des moments de tension et de crainte. Le pire, dans l'ensemble, a souvent été évité. La réforme devrait pouvoir permettre d'éviter ces moments de tension. Le carrefour d'avril prochain s'annonce-t-il un carrefour plus apaisant où il faut un peu craindre? Ah, mais vous savez, actuellement, à l'heure où nous parlons, la semaine prochaine déjà, la Sénat va permettre au duo, à cette élection de venir déposer leur dossier. Alors, nous parlons en tant qu'analystes, nous avons, en tout cas à notre connaissance, 2 types de candidatures. C'est-à-dire le chef de l'État et son équipe, et l'équipe du parti FCBE. C'est tout. Je ne sais pas si d'autres partis politiques vont peut-être nous surprendre après. Alors, je suis presque sûr que si on n'avait pas fait cette réforme, en tout cas de cette manière-là, on aurait pu avoir d'autres candidatures, par exemple. Avec la seule disposition du parrainage. L'analyste est-il triste de constater ce que certains ont appelé une clarification du paysage politique? Bon, vous savez, peu importe moi mon état d'âme, moi je fais des constats, j'emmène les gens à tirer des conclusions. Je constate que, pour l'instant, nous avons presque 2 candidatures à cette élection. Est-ce que ce n'est pas heureux? Entre-temps, pas du tout. On en avait une flopée à se perdre dans les idées. Mais ça dérangeait qui? Nous allons prendre la présidentielle 2006, c'est pas loin ça. Nous avons eu 26 candidatures. En 2016, nous avons eu 33 candidatures. Mais prenez, je vous l'ai dit, prenez les scores des 5 premiers candidats. Ils ont tout amassé. Le peuple lui-même sait qui est candidat fantaisiste ou non. Bon, d'accord, on a dit que le parrainage va permettre de filtrer les candidatures fantaisistes. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je pose la question, est-ce que les candidats proposés par le parti FCBE sont des candidatures sérieuses ou fantaisistes? Faites l'effort Non, moi je ne suis pas habilité parce que c'est le peuple lui-même qui valide toujours. Je vous ai dit, en 2016, et ça ne se démontre pas scientifique. Tout à fait. Ça ne se démontre pas scientifiquement. En 2016, tout le monde voyait que Patrice Talon était un candidat sérieux, un prétendant sérieux au trône. Tout le monde voyait que Koupaki, par exemple, était un prétendant sérieux au trône. Ça ne se démontre pas, mais le peuple, vous causez avec les gens, vous savez qu'on sait qu'il est vraiment un présidentiable quand vous le voyez physiquement et quand vous l'écoutez. Aujourd'hui, est-ce que ces 2 candidats présentés, le duo du FCBE, de parti FCBE, sont des candidats fantaisistes ou pas? Vous les écoutez? Tout à fait. Vous voyez le profil. Si j'en arrive à poser la question, posez-vous. Pourquoi je n'ai pas posé la question par rapport au candidat Patrice Talon, par exemple? Donc, ça laisse beaucoup à suggérer. Mais l'autre chose que je voudrais souligner de quand même positif dans cette réforme, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle va permettre un renouvellement de la classe politique à moyen terme déjà. Parce qu'il est dit dans le nouveau code électoral, me semble-t-il, que nul ne peut plus faire plus de, même dans la Constitution, il me semble, nul ne peut plus faire plus de 3 mandats à l'Assemblée nationale. Ça vient s'ajouter à la clause de 2 mandats maximum pour la présidentielle. Ça fait qu'il y a des gens qui ont fait 7 législatures en continu pour notre Assemblée nationale. Ça va peut-être permettre aux jeunes de se renouveler, aux jeunes d'accéder à la chose publique. Et moi, je trouve que c'est positif. C'est quelque chose de fondamental et de bien. L'autre chose aussi qu'on peut trouver quand même de bien, c'est la loi sur le financement des partis politiques. Ça devrait permettre aux partis politiques de souffler et de se détacher de l'individualisme, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si on finit de faire ça,
et que dans le même temps, le président du parti est suffisamment fort pour désigner les maires, c'est que ce n'est pas cohérent. Vous voyez, ça ne s'enchaîne pas. Ça vient se contredire. Au sujet de la question par rapport au moment de tension souvent vécu et le rendez-vous d'avril prochain, oui. Comment vous l'entrevoyez? Je trouve que la présidentielle de 2021, d'avril prochain, est une présidentielle aux multiples équations. Le chef de l'État lui-même a dit à l'occasion de sa tournée à certains autres rendez-vous qu'il fera tout pour que la présidentielle de 2021 soit un moment de fête, comme on en avait l'habitude, je le cite, un moment de fête. Mais si déjà nous avons 2 candidats qui vont se faire face à face, ce qu'on aurait pu obtenir au second tour, si déjà on a ça pour le premier tour, est-ce que l'élection est déjà une fête? Et si on ajoute la liste là, définitive des je suis d'accord, okay. J'ai dit tout est possible. Voilà. Bon, au moment où nous parlons, c'est ce que nous avons sous la main d'abord. Bon, mais si déjà on semble noter que l'élection va se dérouler dans un moment presque de panique, de peur, de terreur, avec tout ce que nous lisons. Moi, j'ai lu un communiqué du Parti Les Démocrates sur, la tension sociale. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Ça m'a écœuré. Vous voyez? Et donc, je me dis, c'est une élection aux multiples inconnus. Et si on ne sait pas faire, puisque la présidentielle n'a rien à voir avec les législatives, ça n'a rien à voir avec les communales, et tout peut se passer. Hein? Les pays dans lesquels ça flambe, ça part de là. Donc avec la réforme, on peut jurer de rien. Il faut juste espérer que, à la longue, parce que moi je trouve que tout de suite, la réforme, c'est vrai, sur le principe de grands ensembles, elle a été réussie. On a vu des grands ensembles, ça c'est vrai. Mais sur le principe de participation au jeu électoral, à l'ouverture, à la compétition saine, à la démocratisation, ça ne marche pas encore. Peut-être qu'à l'occasion des élections 2023, déjà les législatives, ça sera beaucoup plus ouvert, je suppose. Et peut-être que pour la présidentielle de 2026, si éventuellement Patrice Talon se faisait élire en 2021 et qu'en 2026, il n'était plus éligible, il n'était plus partant, peut-être que les partis reviendront à leur état d'âme. Qu'est-ce que vous dites là? Vous faites des hypothèses. Oui. Donc, pour vous, s'il revenait en 2021... En 2026, il ne sera plus partant. Selon la Constitution. Bon, de vos acrobations, on comprend que tout peut arriver, même pour la Constitution. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça ainsi. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quand même, si Patrice Talon ne venait pas en 2026... Oui, s'il se faisait élire tout de suite, et que la Constitution en l'état, la Constitution dit ne peut plus faire plus de 2 mandats de sa vie. Vous avez dit en l'état. Tout à fait. Si la Constitution reste en l'état. Tout à fait. Mais nous avons... Personne ne pouvait jurer qu'en pleine procédure d'installation des maires, on serait retourné à l'Assemblée, réviser le code électoral en procédure d'urgence. Donc moi, j'évite d'être péremptoire. Okay. Si la loi reste en l'état et qu'en 2026, le chef d'État ne revenait plus et que la compétition revient maintenant à la base, pour les acteurs politiques, vous allez voir que les partis vont retrouver leur état d'esprit normal pour retourner en leur propre sein, pour aller faire des primaires comme on aurait pu. Alors, si le 6 se produisait autrement, on risque d'avoir un autre schéma, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Oui, la question de cette réforme et d'une présidentielle espérée des plus inclusives. Comment vous l'entrevoyez? Non, il faut dire que c'est une présidentielle qui n'est pas... elle ne sera pas inclusive. Ah ben, vous êtes péremptoire. Elle n'est pas inclusive. Elle n'est pas inclusive. Elle n'est pas encore faite. On est en marche. Oui, parce que quoi? Parce que nous allons avoir au maximum 9 candidats si le code électoral reste en l'état. Au maximum 9 candidats. On est à quelques mois du bien sûr. Vous envisagez encore des modifications? On est à une semaine de la clôture des candidatures. Ça va se savoir bientôt là. Oui. Ce n'est même plus une question de mois. Oui. Voyez-vous, on aura un maximum de 9. Je dis bien un maximum. Voyez-vous. Et elle ne sera pas inclusive. Je vais le montrer par un seul exemple. Allez. Si nous remettons à la veille de l'élection présidentielle de 2016, il y a 5 ans exactement, un candidat comme Patrice Talon n'avait pas de soutien affiché parmi les maires et les députés au-delà de 10 personnes. C'est vrai. Et si on doit transposer ce fait sur le parrainage, peut-être que Patrice Talon n'aurait pas pu être candidat, alors qu'en définitive, c'est le choix du peuple. Ça veut dire que ce système de parrainage peut faire passer le peuple à côté de son choix.
Le système tel quel. Le système tel quel. Pour ajouter même de l'eau à votre moulin, le parti Union Progressiste a dit clairement récemment que lui ne va pas parrainer, en tout cas, le parti ne permet pas à ses élus de parrainer des candidats qui ne sont pas portés par des partis politiques. Vous imaginez, le parti Union Progressiste dit, si vous n'êtes pas d'un parti politique identifié comme tel, on ne vous parraine pas. Bon, alors, dans le même temps, lorsqu'on dit que le chef d'État est notre candidat, est-ce que le chef d'État est de leur parti politique? Grosse question encore. Donc je vous dirai maintenant, concernant la présidentielle, elle n'est pas inclusive. Et justement pour ça, nous sommes dans une tension latente. Ça se sent qu'il y a tension. Ce n'est pas pour rien que l'exécutif lui-même est dans une démarche, on va dire préventive. Et c'est ce que déploie par exemple le parti Les Démocrates. Ouais, il y a une tension latente. On va espérer que les choses aillent dans une direction qui nous évite de revivre ce qu'on a vécu au lendemain des législatives de 2019. Mais pour ça, il faut que les acteurs politiques, les forces vives de la nation se parlent. Il faut que les gens puissent se parler. Et les questions qui fâchent aujourd'hui, par exemple, c'est la révision, ça revient à la révision de la Constitution qui a consacré la prorogation du mandat du chef de l'État. Ça revient justement à cette question des parrainages, voyez-vous. C'est des questions qui fâchent. Et ça, et qu'est-ce qui fâche encore? C'est, par exemple, la décision de la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente pour connaître, pour en fait apprécier la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle, c'est-à-dire que le constituant a prise. Toutes ces questions-là fâchent. Il y a un débat philosophique autour, un débat d'école autour, et il y a, on va dire même, un revirement de jurisprudence en la matière, ce qui fait justement que tout le monde n'est pas d'accord dessus. C'est des questions autour desquelles il faut s'asseoir et rapidement aplanir les choses. Je finirai en disant, comme je le disais tantôt, que les maires qui vont parrainer, pour la plupart, ne sont pas des élus tels que définis au code électoral pour parrainer. Et ça fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Et donc, le parrainage est toujours en contentieux devant la Cour constitutionnelle. Donc, tout ça réuni, c'est qu'il n'y a pas, on va dire que le terrain n'est pas déblayé pour que le processus électoral de la présidentielle se passe sans couac. Alors, voilà un peu le tableau qui ne rassure pas, mais que faut-il faire? Gilles Christ, on va plutôt conclure, oui. On pourra peut-être sur des notes d'espérance, si c'est possible, et on va se retrouver après pour... D'accord. Non, il faut qu'on croise les doigts pour que tout se passe bien en 2021, quel que soit ce qui se passera, que nous puissions continuer à vivre tout au moins dans le calme et la sérénité. Que les acteurs politiques puissent, comme mon vis-à-vis l'a dit, se parler, se comprendre. Parce que tout ce que nous disons là, ce n'est pas moi qui ai voté les lois. Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui vont à l'Assemblée pour faire ceci et son contraire plus tard. Donc, il y a quelque chose. Mais je voudrais aussi dire que le concept de l'exclusion, peut-être qu'après vous allez organiser un débat dessus, le concept de l'exclusion est presque ancré dans l'ADN des Béninois. Depuis 90, lorsqu'on a mis le sujet, on y revient. Merci beaucoup. L'exclusion, il faut l'éviter parce que ça crée des détonations. Votre conclusion? Oui, ce qui est souhaitable, c'est que à la prochaine élection présidentielle, il y a un défi à relever, c'est le défi de la crédibilité. Et donc, une élection présidentielle ouverte permet de crédibiliser l'élection. Mais si l'actuel chef de l'État se fait réélire contre lui-même, tout simplement, ça va être un mandat entaché avant même son entame. Merci beaucoup, monsieur Olivier Assino. Merci également à vous, monsieur Jésus Kidi, chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En fausse compagnie avec Robert Louis Stevenson. Ne juge pas, dit-il, la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées un peu plus tôt. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.
if they want to get you